L'Europe reprend ses droits. Après quelques journées de championnat depuis la fin de la Coupe du Monde, nous allons retrouver, pour le plus grand bonheur des supporters, dans quelques jours, une dizaine de jours, les compétitions européennes. Et parmi elles, bien entendu, la plus prestigieuse, la Ligue des Champions. C'est effectivement sur cette compétition que va porter cette vidéo. Je vais vous présenter les affiches des différents huitièmes de finale, vous indiquer un peu les forces en présence, comment jouent les équipes et vous donner mes favoris et mes pronostics au travers de ces différents huitièmes de finale. Bonjour les amis et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo concernant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Installez-vous confortablement, c'est parti. Dans le premier huitième de finale, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais dans le premier que moi je vais dérouler, nous allons retrouver Leipzig face à Manchester City. Or Leipzig, c'était une équipe qui jouait pas trop mal ces dernières saisons, sans réussir à avoir vraiment de grands résultats, en tout cas de résultats en relation avec leurs prétentions. Et depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, Marco Rose, les choses ont considérablement changé. Leipzig a eu de solides performances cette année en Ligue des Champions, avec notamment 4 victoires consécutives en match de poule, leur meilleur parcours de tous les temps en Ligue des Champions, et se retrouve donc au deuxième tour en huitième de finale. Alors je prends quand même mon téléphone parce que je veux être certain des informations que je vous donne et notamment du classement des équipes, et je n'ai pas forcément tout en tête. Donc Leipzig se situait dans le groupe, dans le groupe F avec le Real de Madrid. Ils ont donc fini deuxième de ce groupe, mais on peut dire qu'ils sont sur une pente vraiment ascendante sous les ordres cette fois-ci de Marco Rose, comme je le disais. Et en effet, cet entraîneur, le grand changement fondamental qu'il a pu apporter, c'est la refondation tactique de l'équipe. Leipzig, par le passé, jouait à 3 derrière. Ils sont passés à un système à 4 défenseurs et jouent aujourd'hui en ce qu'on pourrait appeler un 4-2-2-1-1. Donc 4 défenseurs, la largeur est bien fournie et Rose, l'entraîneur, donc a déplacé Nkunku dans le trou derrière André Silva. Les deux attaquants ont donc retrouvé une certaine harmonie, alors que juste derrière, nous avons Timo Werner et Szoboszlai qui arrivent à fournir une supériorité numérique dans les espaces. Donc un grand changement tactique qui a apporté ses meilleures performances à mon sens pour Leipzig. Christopher Nkunku est un joueur à surveiller d'ailleurs, c'est quelqu'un qui combine bien le rythme et la finition, avec également une belle vision de jeu pour ses coéquipiers. En face, nous aurons Manchester City, qui eux n'ont pas vraiment perdu de temps pour s'assurer leur place en huitième de finale. Ils étaient dans le groupe avec le Borussia Dortmund notamment, le FC Séville et le FC Copenhague. Manchester City a terminé premier, aucune défaite, 4 victoires, 2 matchs nuls, et je pense qu'ils ont pas mal d'espoir dans cette compétition cette année, comme les années précédentes de toute manière, mais ils se sont bien renforcés avec l'apport d'Haaland devant, le cyborg norvégien est très bankable, très très redouté par tout le monde, et une efficacité à n'en plus douter. City joue habituellement en 4-3-3, mais peut rapidement devenir un 2-3-5 quand ils sont en possession de la balle, une tactique évolutive. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo, une explication des différentes tactiques les plus populaires, j'en ai fait une que vous pouvez découvrir juste ici. Mais quoi qu'il en soit, City a l'habitude de jouer assez haut, avec une ligne de défense assez haute pour jouer le plus souvent dans la surface de l'adversaire. En tout cas, plutôt, je me corrige, dans la moitié de terrain de l'adversaire. Ils font circuler le ballon avec une très grande aisance, instaurent un pressing incessant et, comme je l'indiquais, contrairement à l'année passée où ils jouaient avec un faux neuf, là, cette fois-ci, ils ont vraiment un Haaland devant. Alors, en plus d'Haaland, et je le dis régulièrement dans mes vidéos, Kevin De Bruyne est un joueur à surveiller, tellement je le trouve
très très bon. Et puis Phil Foden aussi que j'apprécie particulièrement. Bon, City a des avantages, a des cartes à jouer dans cette rencontre et je pense qu'ils vont l'emporter sur l'ensemble des 2 matchs face à Leipzig, même si Leipzig est dans une bonne dynamique. Donc je mettrai une pièce ici sur Manchester City. En deuxième rencontre, nous avons le Club Bruges contre Benfica. Alors surprenant le Club Bruges, je commencerai par eux, équipe surprenante, je les pensais pas à ce niveau de jeu, pour les avoir un petit peu suivis lors des phases de groupe. Ils m'ont fait démentir parce que il me semble qu'ils se sont qualifiés pour les 8e de finale alors qu'il leur restait encore 2 matchs à disputer. C'est d'ailleurs la première fois de leur histoire qu'ils arrivent en 8e de finale, et bravo à eux. Et puis ils l'ont eu avec la manière, ils n'ont pas démérité à leur gardien Mignolet à encaissé des buts, mais uniquement lors d'un seul des matchs du premier tour. Il me semble qu'il a fait 5 matchs sans avoir encaissé un seul but. Belle performance. Alors eux jouent en 3-5-2 en général avec une base de défense assez solide, un milieu de terrain à 5 joueurs qui offre donc un bon équilibre entre la défense et l'attaque, assez dense, et puis 2 attaquants, un plus explosif, un plus dribbleur qui se complètent assez bien. Ils affronteront donc Benfica, qui a eu à l'été un nouvel entraîneur avec Roger Schmidt, qui a donné une petite cure de jeunesse à cette équipe, et d'ailleurs il en a fait une équipe imbattable puisque Benfica a enchaîné une longue série d'invincibilité jusque, il me semble, alors là je vous dis tête, mais c'était le 30 décembre, je crois que c'est quelque chose comme ça, fin décembre, où ils ont eu une défaite et 2 têtes, encore une fois, il me semble que c'était à Braga. Donc parcours assez impressionnant, on les a vus régulièrement en Ligue des Champions puisqu'ils étaient dans le groupe du PSG, ils ont réussi à être devant le PSG au classement final, alors certes au goal average, quoique en vérifiant je sais même pas si c'est au goal average, je crois qu'il y avait une histoire de fair play parce qu'il y avait le même nombre il y avait le même goal average, le même score au match aller, au match retour, 1-1. Ça a dû jouer à la meilleure attaque ou au fair play, je sais plus exactement, mais quoi qu'il en soit, ils ont fini devant le PSG et c'est une belle performance. Je pense qu'ils peuvent impressionner des adversaires. Ils jouent eux en 4-2-3-1 avec des arrières latéraux assez offensifs, des ailiers qui sont capables de surcharger le milieu de terrain à 3 joueurs, ils peuvent arriver à 4 ou 5 joueurs sur le milieu de terrain. Un Rafa Silva qui est tout simplement dans la forme de sa vie, un joueur clé de l'équipe. Et puis l'attaquant Ramos qu'on a vu flamboyant à la Coupe du Monde, ça nous donne un bon cocktail. Bon, ils ont perdu au mercato Enzo Fernandez, qui est parti du côté de la Première Ligue, dommage pour eux, mais c'est une équipe qui peut encore faire mal. Donc Benfica, Club Bruges, et malgré le beau parcours jusque-là de Club Bruges, je ne les vois pas passer le Benfica. Pour moi, il n'y aura pas de surprise, ce sera Benfica qui passera en quart de finale. Match suivant, Liverpool contre le Real de Madrid. Liverpool, vous le savez si vous me suivez régulièrement, un club de cœur, même si cette année ils sont plus dans le dur, on le voit en championnat, c'est assez difficile. Bon, ils n'ont pas eu vraiment de chance, beaucoup de blessures, on va y revenir, mais en ce qui concerne la Ligue des Champions, ils ont très mal démarré avec une défaite 4-1 contre Naples, et là on se disait que ça allait être compliqué. Bon, Jürgen Klopp a réussi à les remobiliser, et ils ont réussi ensuite un meilleur parcours pour arriver à ces 8e de finale, et c'est la 6e fois consécutivement qu'ils réalisent ce passage. Il faudra tout de même les surveiller, Liverpool, c'est Liverpool, et à leur tête, Klopp est un entraîneur qui sait tirer le meilleur de ses équipes. Alors Liverpool joue habituellement en 4-3-3, mais comme je l'avais indiqué, vu le nombre de blessés, de malchance, Jürgen Klopp a dû à un moment abandonner cette formation habituelle en 4-3-3 pour s'adapter, et il est parti sur un 4-2-3-1. D'ailleurs, il a même expérimenté différents systèmes, mais il a eu des résultats plutôt mitigés. Et on sent qu'un retour au 4-3-3 pourrait être dans les clous d'ici quelques semaines, en particulier lorsque tous ces problèmes de blessures seront loin derrière. Alors, pour moi, il faut dans cette équipe que Thiago Alcantara soit en forme. C'est vraiment un joueur clé, je l'avais déjà indiqué dans une ancienne vidéo à Barcelone ou encore au Bayern, c'est quelqu'un de très très bon ce Thiago Alcantara. Il est très fort en passe, très agile, très technique, et il faut savoir que c'est quelqu'un qui a effectué l'année précédente lors de la Ligue des Champions le plus grand nombre de tacles.
Voilà, c'est une petite statistique que je vous donne, mais qui vous montre l'importance de ce joueur dans l'entrejeu. En face, il n'y aura pas une masse à faire, ce sera le Real de Madrid, et on ne présente plus le Real de Madrid. Le Real Madrid qui s'est extirpé du groupe F devant donc Leipzig, avec notamment le Shakhtar Donetsk et Celtic Glasgow dans le groupe. Ils ont fini premier du groupe. C'est une équipe solide, même si de temps en temps ils concèdent une défaite cette année. À Leipzig, par exemple, en Ligue des Champions, ou encore sur leur pelouse contre Barcelone. Mais c'est toujours une équipe qui peut marquer à tout moment et dont il faut se méfier. Et il faut se méfier de Karim Benzema devant, qui est un atout-maître dans cette équipe. Buteur redoutable, buteur fantastique, ballon d'or. Le Real, comme à son habitude et comme, j'allais dire, dans les habitudes de Carlo Ancelotti, joue en 4-3-3. Il utilise souvent son milieu de terrain Valverde comme attaquant droit à la place d'un attaquant plus naturel, mais ça fonctionne bien. Et donc, dans ce match-là, j'ai beaucoup de difficultés à donner mon favori. Un favori, ce serait sans doute le Real de Madrid. Mon favori, j'ai plus de difficultés parce que le cœur parle pour Liverpool. J'aimerais, mais ça c'est très personnel, que Liverpool passe, mais ça va être compliqué. Donc objectivement, je vous dirais le Real de Madrid. Avec le cœur, je vous dirais Liverpool. AC Milan contre Tottenham. Eh bien, bravo au Milan pour son retour en Ligue des Champions. Il a réussi à passer le premier tour, à se retrouver en 8e de finale. Milan, qui était dans le groupe de Chelsea, de Salzbourg et de Zagreb. Ils ont fini 2e, Milan, derrière Chelsea. Ils ont profité des matchs à domicile pour empiler les points. Leur public leur aura permis de faire la différence et ils ont fait le boulot. Leur système de jeu, eh bien, eux évoluent en 4-2-3-1 avec des arrières latéraux assez offensifs. On connaît en France Théo Hernandez, qui est donc un des arrières latéraux de Milan. Ils ont 2 milieux de terrain à surveiller, 2 milieux box-to-box. Si vous voulez savoir ce qu'est un milieu de terrain box-to-box et que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vous encourage à vous abonner pour continuer à suivre la chaîne, puisque j'en ferai peut-être une courte vidéo, peut-être un short pour expliquer ce que veut dire un milieu de terrain box-to-box. C'est prévu. Donc ces 2 milieux de terrain que sont Sandro Tonali et Ismaël Bennacer. Et puis ils ont un tout jeune joueur, enfin tout jeune, 24 ans, Tomori, qui est devenu un des leaders du groupe et qu'il faudra surveiller à l'avenir. Quant à Tottenham, ils sont issus du groupe qui finalement a été le plus serré de la Ligue des Champions, avec l'Eintracht Francfort, le Sporting Portugal et Marseille. Le Tottenham a fini premier du groupe avec 11 points. C'était très indécis, on ne savait pas trop jusqu'à la dernière journée, et même dans les dernières minutes, qui allait passer. Tottenham a su tirer avantage et se retrouve en 8e de finale. Leur entraîneur Conte privilégie une formation en 3-4-3, avec laquelle il a toujours réussi à mettre de l'intensité finalement, et a pris la main sur leurs différentes oppositions. Harry Kane est toujours là, et à 46 ans, je plaisante, il a que 29 ans, mais on dirait que ça fait 40 ans qu'il joue, Harry Kane, que ce soit avec Tottenham ou avec l'équipe d'Angleterre. C'est certain qu'Harry Kane va un jour battre le record du nombre de buts au sein de Tottenham. C'est quelqu'un, quand il a le ballon, qui est toujours assez habile et qui est toujours un très bon finisseur. Quelqu'un de très régulier également. Alors, que dire de Tottenham et de Milan AC ? Un match plutôt serré. Je dirais que Tottenham peut avoir ses chances de passer en quart de finale. Match suivant, Francfort contre Naples. Alors Francfort, belle performance, belle progression d'équipe. Eux qui ont gagné l'année précédente la Ligue Europa, se sont retrouvés propulsés en Ligue des Champions. Ils ont réussi à passer donc ce premier tour dans ce même groupe que je viens de citer avec Tottenham. Ils ont fini 2e derrière Tottenham avec 10 points. Un vrai conte de fées ces 18 derniers mois pour l'équipe et pour les supporters. Donc après, encore une fois, ce titre en Ligue Europa et cette qualification en 8e de finale. Francfort est une équipe qui joue en 3-4-2-1. Ils avaient déjà essayé de jouer à 4 défenseurs, mais eux n'ont jamais vraiment réussi à adapter avec succès ce système de jeu. C'était une équipe qui procédait l'année dernière, on l'a vu en Ligue Europa, régulièrement en contre-attaque. Ils ont cette année transformé leur jeu et c'est une belle performance. Ils ont transformé leur jeu pour le baser plus sur un jeu de possession, dû aussi à leur milieu de terrain. Nous avons Götze, Lindstrom et surtout le japonais Daichi Kamada, qui à E3 fonctionne très bien et Kamada est un joueur très technique, très créatif et qui peut être très efficace. Et donc il se retrouve
face à Naples qui réalise une saison tout bonnement merveilleuse dans le calcio, la Serie A. Ils s'envolent en tête du classement. En Ligue des Champions, ils ont battu Liverpool, ils ont battu l'Ajax, ils ont battu les Rangers. Ils ont fait leur meilleure campagne de Ligue des Champions jusqu'à présent de leur histoire. Ils ont des joueurs pétris de talent et Spalletti, leur entraîneur, a réussi à façonner une équipe très unie, solide derrière, fluide, efficace devant, bref, un bon combo pour aller très loin dans la compétition. Le système de Spalletti est un système en 4-3-3, mais qui peut évoluer en fonction de comment jouent un peu les joueurs en 4-2-3-1. En fait, c'est un système de jeu très agile, et Spalletti le dit d'ailleurs lui-même. Il dit que le football n'est plus une question de système, mais une question d'utiliser les espaces laissés libres par l'adversaire. Et il n'a pas tort. C'est une équipe qui s'adapte donc très bien à l'adversaire, mouvante, agile, qui peut marquer de n'importe où, et surtout de leur attaquant très en forme cette année, Victor Osimhen, qui est à surveiller. Il a été élu meilleur jeune joueur l'année précédente, je crois, de Serie A, et il continue à avoir un très bon rendement. Alors Naples-Francfort, je pense que Naples va mettre fin au beau parcours de ces derniers 18 mois de Francfort, malheureusement pour eux, mais je vois plutôt Naples passer, tellement l'équipe est soudée, fluide, agile, compétente, équilibrée, forte cette année. Naples est à surveiller parce que je les vois aller assez loin quand même dans cette compétition. Passons au match Dortmund contre Chelsea. Dortmund s'est qualifié en étant, il me semble, deuxième de son groupe. C'était le groupe avec, j'y arrive tout de suite, avec Manchester City, c'est ça, Séville et Copenhague. Ils ont fini deuxième du groupe derrière Manchester City avec 9 points. Bon, alors ils ont perdu leur serial buteur à Haaland, Et aujourd'hui, c'est Jude Bellingham qui prend un peu le lead de cette équipe. J'en avais parlé pendant les vidéos sur la Coupe du Monde. Il a 19 ans. Il est buteur, il est leader, mais il est surtout très 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 bon techniquement. Et à l'image de son équipe, c'est quelqu'un d'affamé. Bon, c'est une équipe assez jeune qui manque peut-être de maturité ou d'expérience à haut niveau. Ça va être un peu compliqué pour eux d'aller très loin dans la compétition, mais franchement, Jude Bellingham, quel bon joueur et quel beau joueur à voir jouer. Ils affronteront Chelsea qui a connu beaucoup de changements ces derniers temps avec le départ de Tuchel qui a été remplacé par Potter, qui a réussi un petit peu à stabiliser l'équipe et la faire remonter avec plusieurs victoires, leur permettant du coup de finir premier du groupe. Alors Potter n'a pas réinventé tout, il s'est basé sur les fondations de Tuchel pour bâtir cette équipe. Il joue généralement avec un arrière à 3, avec une certaine fluidité dans l'équipe et une interchangeabilité des joueurs, donc des positions qui les rendent assez difficiles à jouer. C'est une équipe dangereuse et dans cette équipe, il y a Mason Mount qui est un joueur très dangereux. Il a d'ailleurs été nommé joueur de l'année 2 années consécutives auprès des supporters de Chelsea. Alors Chelsea-Dortmund, je verrai Chelsea passer pour le coup. Nous arrivons au match Inter contre Porto. L'Inter est tombé dans un des groupes les plus difficiles de cette compétition, avec Barcelone de tête, le Bayern, le Bayern, Barcelone et Plizen. Ils ont fini deuxième avec 10 points derrière l'ogre bavarois, mais se sont qualifiés et surtout dans leur double confrontation face à Barcelone avec une victoire et un match nul qui leur a permis de passer devant les Blaugrana. L'Inter joue en 3-5-2 avec parfois les latéraux qui doivent couvrir les flancs. J'aime beaucoup Dumfries dans cette équipe. Brozovic est aussi un bon joueur du milieu de terrain. Un peu plus haut, nous avons Barella et Mkhitaryan, là, j'arrive jamais à le dire, vous savez, le joueur avec plusieurs consonnes de suite, là, qui opère un bon pressing, qui soutiennent les attaquants, et notamment Romelu Lukaku, dès qu'il sera revenu en forme, mais aussi Lautaro Martinez, qui reste un attaquant très prolifique. Quant à Porto, on a eu très peur pour eux en Ligue des Champions, une défaite lors du premier match contre Bruges 4-0, et ils sont très bien repris après, puisqu'ils ont fait une belle campagne et ils ont réussi à finir premier de leur groupe, avec une belle victoire à domicile contre l'Atlético notamment. Porto joue sur un traditionnel 4-4-2 et ils ont un joueur iranien, un vrai meurtrier, Taremi, qui marque souvent en général un but tous les 2 matchs, mais il aime pas trop jouer devant, il préférait revenir sur le milieu de terrain, évoluer comme un 10, donc on va voir comment il va être employé.
Mais ce match Porto-Inter est assez indécis. Je mettrai quand même l'Inter au niveau de son collectif et des qualités intrinsèques de ses joueurs. Je les mettrai un petit peu au-dessus de Porto et donc je verrai l'Inter passer dans cette double confrontation. Nous arrivons au dernier match, PSG-Bayern. Alors là aussi, vous connaissez mon affection pour le club de la capitale, le PSG qui fourmille de stars et qui malheureusement a eu un sacré camouflet lors du mercato. Quelle bêtise, pour rester poli, parce qu'aujourd'hui YouTube strike au moindre gros mot. Quelle bêtise, dirons-nous. Ils ont complètement loupé leur mercato. On a vu que Ziyech devait arriver, mais il y a eu un problème de papier avec Chelsea, soi-disant, et donc ils n'ont fait signer personne lors de ce mercato qui a tourné en eau de boudin. Et on a vu en championnat lors du dernier match que Mbappé s'est blessé également et qui est incertain pour ce match. Donc Paris aurait dû se renforcer. Paris devait compter sur ses stars Messi, Neymar, Mbappé. Eh bien, il ne s'est pas renforcé. Le PSG ne pourra peut-être pas disposer d'Mbappé. Ça va être compliqué. Faut pas se le cacher. Ça fait 11 fois que le PSG arrive à se qualifier après, 11 fois consécutif que le PSG arrive à se qualifier après le premier tour en Ligue des Champions. Ils ont fini donc deuxième de leur groupe derrière le Benfica, comme je l'avais indiqué. Les blessures pendant la campagne européenne ont fait qu'ils ont dû passer d'un système de 3-4-3 à un système de 4-3-3. Mais Galtier fait preuve d'une assez grande flexibilité tactique et ça pourra lui être utile parce qu'encore une fois, ça va être très compliqué face au mastodonte qu'est le Bayern, surtout dans cette configuration qu'on vient de dire avec Mbappé blessé, avec un manque de renfort. Le Bayern, certes, il a connu un de ses pires départs en Bundesliga, a perdu Lewandowski, qui est quelqu'un de difficile à remplacer, mais ils ont atteint avec brio les huitièmes de finale avant même le dernier match du premier tour. Ils sont favoris de la compétition, comme régulièrement quand ils sont engagés. Nagelsmann, leur entraîneur, joue dans un système à 4-2-3-1, avec des buts qui se répartissent à travers leurs différents attaquants, Leroy Sané, Sadio Mané, et puis leur petite pépite, que j'aime beaucoup aussi, j'en avais parlé lors des vidéos sur la Coupe du Monde également, Jamal Musiala. 19 ans, mais des performances et une maturité bien au-dessus de la moyenne. Appréciez ses qualités de dribble et sa qualité de finition. Peut-être il vous rappellera quelqu'un. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Alors pour ce PSG Bayern, un peu comme Liverpool-Real dont je parlais plus tôt, de cœur, je dirais le PSG va passer. Sûr, objectivement, compliqué. Et le Bayern peut vraiment passer cet obstacle. Voilà les amis pour cette présentation des huitièmes de finale. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos favoris, qui vous pensez voir en quart de finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode les amis. Portez-vous bien. Au revoir.